Schmitt, donc s'il vous plaît. Oui, rebonjour à tous et merci de passer la parole. Je vais être relativement bref parce que beaucoup de choses ont été dites extrêmement intéressantes pour nous, évidemment. Alors, je dois signaler que vous avez autour de la table 6 septièmes de la MRAE. Donc, c'est vous dire combien c'est important pour nous. Et je salue les collègues présents. Et 6, c'est le nombre de sites que nous avons examinés dans nos avis de la MRAE, avec des localisations du côté de la Courneuve, on en a parlé tout à l'heure. Je ne résiste pas puisque il était demandé, l'interrogation portait sur l'état actuel du data center ou de la construction du data center de la Courneuve. Voilà une photo qui date de la semaine dernière, enfin des photos qui datent de la semaine dernière. Alors, je précise, ce que vous voyez là, qui est déjà très imposant dans le paysage, ne représente qu'un quart du bâtiment, puisque vous le savez sans doute, ce bâtiment se construit par étapes. Et donc, on en est à la fin. Alors, j'ai d'autres photos qui permettent peut-être d'être un peu plus proches. Là, c'était pris depuis l'autoroute. Si on se rapproche un peu plus, vous voyez quand même l'aspect paysager. Je remercie Savannah pour partie des photos. C'est assez compliqué à cadrer, pour tout vous dire, compte tenu des palissades de chantier et autres. Là, c'est l'arrière du bâtiment. On a fini par rentrer sur le chantier pour pouvoir prendre quelques clichés. Mais vous voyez, ça représente un quart du bâtiment final. Donc, ça n'est pas négligeable du tout, puisque Interaction attendra d'avoir une bonne connaissance de la réceptivité des marchés français avant de poursuivre les différentes étapes de construction de son bâtiment final, qui est effectivement totalement circulaire. Alors, 6 avis, plutôt 6 sites sur lesquels parfois on a eu plusieurs avis successifs. Ferrières-en-Brie en Seine-et-Marne, Meudon dans les Hauts-de-Seine, la Courneuve, je viens d'indiquer, et puis 3 sites pour l'instant dans l'Essonne, mais ils ont comme particularité d'être les plus récents, les Ulysses, Lys, avis très récent, et Marcoussis, où là aussi on a eu toute une série de saisines de la MRAE sur un ensemble de bâtiments qui accueillent des data centers. Alors, même si c'est un rappel sans doute inutile pour vous, juste quand même dire 2 choses sur la période. D'une part, c'est que nous sommes dans une période tout à fait particulière pour les hauts fonctionnaires. C'est ce qu'on appelle la période de réserve, puisqu'on est entre 2 élections, entre 2 scrutins. Bon, voilà, donc on pourrait être très factuel, en tout cas pour ce qui me concerne, je peux être très factuel, mais je ne pourrais pas aller au-delà, et dans les réponses aux questions, peut-être des collègues voudront s'exprimer qui ont plus de liberté que moi à ce stade, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est un exercice un petit peu contraint, on va dire, par les dispositions légales, donc on s'en tiendra à ce qui est possible de dire à ce stade. Rappelez également, mais ça c'est évidemment une évidence pour vous, que les avis de la MRAE ne disent pas qu'un projet est bon ou qu'un projet est mauvais en tant que tel, ou n'ont pas ce caractère binaire qu'on leur accorde bien souvent, mais visent essentiellement donc, à apprécier la qualité de l'étude d'impact et puis la qualité du projet du point de vue de la prise en compte de l'environnement et de la santé. Bon, mais voilà, c'est un rappel qui est important. Et que notre capacité d'intervention résulte d'une directive européenne sur les projets impactant l'environnement, et que c'est ça qui fonde notre compétence et l'ensemble des remarques que nous sommes amenés à émettre. Alors, avant de passer éventuellement la parole à des collègues s'ils le souhaitent, ou dans l'échange peut-être, juste vous balayez quelques familles de sujets que nous évoquons dans nos avis. À Île-de-France, et nous sommes allés regarder aussi quelques avis de nos collègues, ils sont peu nombreux, on a quelques avis en PACA et dans les Hauts-de-France, mais globalement les MRAE ont très peu été saisis. Évidemment, les conditions de saisine sont essentiellement pour des projets, alors c'est ce que vous citiez comme hyperscale, mais des projets effectivement très importants dans leur volume. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on est très, très peu saisi sur des projets parisiens, par exemple.
mais il faut avoir un volume relativement vaste. Alors, les principaux sujets que nous balayons sont évidemment les questions de besoins énergétiques, hein, vous les avez évoqués tout à l'heure, et le recours éventuel aux ENR, très rare évidemment, pour compenser une partie de la consommation énergétique. La question des groupes électrogènes qui a été assez fréquemment évoquée, alors sous plusieurs angles, mais qui est aussi un indice pour nous permettant d'évaluer la consommation énergétique du data center, parce que bien souvent, le porteur de projet ne dévoile pas nécessairement, pour des raisons, dit-il, de concurrence, l'ensemble des éléments relatifs à la consommation énergétique de son équipement. Les questions de bilan thermique et évidemment, alors un sujet qui est évoqué à chaque avis de MRAE, c'est la chaleur fatale et sa récupération, avec bien souvent des tendances à préciser tout l'intérêt que le porteur de projet trouve à la récupération de la chaleur fatale et le fait qu'au moment où nous sommes saisis, bien souvent, il n'a pas suffisamment d'indicateurs compte tenu du fait que cette récupération dépend d'autres maîtres d'ouvrage. Bien souvent, le projet ne permet pas d'avoir une vision complète de ce que serait la récupération de la chaleur fatale, ce qui est une vraie interrogation pour nous, les conditions de sa valorisation. Deuxième grande famille de sujets, les incidents sur les gaz à effet de serre, à la fois sur le réchauffement, évidemment, par l'ensemble du bâtiment, donc les questions d'îlots de chaleur, les questions de CO2, les questions également de fluides frigorigènes qui sont aussi un sujet évoqué très souvent dans nos avis. Les questions de risque également sont peut-être la troisième famille des sujets qu'on évoque assez fréquemment, avec le problème des stockages de fuel qui sont parfois donc stockés en quantité extrêmement importante, avec nécessairement les études de danger qui sont liées et qui évidemment nous permettent d'appréhender les effets dominos, comme on dit, hein, le risque d'explosion, le risque d'incendie que nous examinons assez souvent, comme puisqu'il commence à y avoir un retour sur l'accidentologie, on l'a vu à Strasbourg, mais pas que, sont aussi des éléments que nous cherchons à prendre en compte dès lors qu'ils n'apparaissent pas dans le dossier en tant que tel. Et puis, tous les rejets accidentels possibles des fluides et des éléments de stockage qui font aussi partie des sujets sur lesquels nous sommes très sensibilisés. Autre problématique, alors c'est celle de l'implantation, avec une implantation comme la Courneuve, on l'a vu, qui a donné lieu à un contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil, et donc une décision défavorable à l'arrêté préfectoral, hein, puisqu'il avait été cassé dans un premier temps. Et donc cette proximité, évidemment, avec des riverains, les questions notamment de bruit généré par l'infrastructure, par éventuellement les questions de rayonnement des différents dispositifs électriques qui permettent l'alimentation. Et puis, bien entendu, que ce soit d'ailleurs dans le milieu urbain ou en périphérie, les questions de consommation d'espace. L'avis, par exemple, très récent de l'IS illustre aussi cette problématique, même si nous sommes en limite d'une zone d'activité existante. Voilà, après, les observations de la MRAE sont souvent celles qu'on peut retrouver dans le cadre d'entrepôts classiques. Alors, la région Île-de-France fait face à de nombreuses implantations d'entrepôts disséminés, souvent d'ailleurs un peu limite quand on regarde un document très structurant comme le SDRIF. Nous sommes saisis depuis quand même pas mal de temps de projets très éparpillés, sans vraie cohérence quant à leur implantation, et bien souvent les data centers relèvent aussi de ces logiques hein, de consommation d'espace, d'isolat en quelque sorte en termes de mobilité pour les employés, et toute une série de critères sur effectivement les conséquences de cette dispersion. Voilà, principalement, alors je devrais ajouter les questions de paysage hein, qui se posent aussi parfois
particulièrement lorsqu'ils sont isolés, sur lesquels on a eu l'occasion d'émettre quelques recommandations. Mais voilà pour l'essentiel ce qu'on a à dire dans le cadre des avis qui ont déjà été émis. Nous en instruisons actuellement un concernant les ULIS qu'on revoit. Et puis, nous pourrions être prochainement saisis d'un projet de data center, vous le savez, à Bretigny, mais celui-ci a fait l'objet il y a quelques semaines d'un arrêté du préfet refusant l'agrément. C'est un projet de data center d'Amazon qui, pour l'instant, donc, ne poursuit pas son cheminement dans la procédure d'autorisation qui nous conduirait à l'examiner à un moment donné. Voilà pour les quelques remarques que je peux faire sur ce que la MRAE a été amenée à émettre comme avis sur des data centers en Île-de-France. Et les deux membres de la MRAE qui ont le plus travaillé sur ces sujets, ce sont d'une part Jean-Jacques Lafitte, oui, qui est encore là, pardon, je n'avais pas vu, et puis François Noisette, qui sont là tous les deux et qui pourront peut-être vous détailler un peu plus sur la base des avis qu'ils ont rendus, puisque c'est eux qui ont coordonné ces travaux. Jean-Jacques Lafitte sur La Courneuve et Lys de mémoire, François Noisette sur les Ulysses très récemment. Est-ce que vous voulez apporter des compléments? Oui. Deux ou trois observations. J'ai beaucoup apprécié l'exposé qui vient de nous être fait, qui donne une vision globale des choses. Parce qu'à l'AMRAE, on travaille par Zoom, on se consacre pendant un temps bref à regarder un projet cerné et on a beaucoup de mal à avoir une vision d'ensemble pour voir le contexte dans lequel les objets que l'on traite se situent. L'angle d'attaque qui nous permet de donner un avis, c'est d'un côté la surface de plancher et l'angle d'attaque des permis de construire. Et c'est là que parfois on s'aperçoit que le dossier est saucissonné au titre des ICPE et qu'on l'examine au moment où il fait l'objet d'une déclaration, alors qu'ils savent pertinemment, comme à la Courneuve, que les seuils d'autorisation seront franchis ultérieurement. Ce qui fait que l'instruction ICPE est plus faible, que les bâtiments seront réalisés et qu'il sera assez difficile ultérieurement de corriger le tir au titre des ICPE. C'est une remarque qu'on avait faite pour la Courneuve. L'autre angle d'attaque, c'est la puissance des générateurs. C'est ça qui provoque le classement en autorisation ICPE. Ce n'est pas les data centers en tant que tels qui sont appréhendés dans la grille de la directive communautaire. Deuxième point, j'ai découvert en instruisant le dossier de Lys l'importance des agréments préfectoraux. Dans ma tête, les agréments préfectoraux, c'était pour implanter les bureaux dans l'Ouest parisien à une certaine époque. Et j'ai été vraiment agréablement surpris de découvrir sur Internet que l'agrément du projet de Lys avait été dans un premier temps refusé par le préfet du fait de l'absence de récupération de chaleur sur ce site qui n'était pas prévu. L'agrément a été ensuite accordé compte tenu de l'engagement des collectivités territoriales de récupérer la chaleur provenant de ce data center. Donc, ça va être intéressant de suivre si cette promesse se concrétise et comment. Troisième observation, pour la Courneuve, la très faible participation du public lors de la consultation qui est intervenue sur le permis de construire du data center. C'est assez triste de voir que de gros objets comme ça, qui pourtant, le data center voisin, le premier de cette société, avait donné lieu à un contentieux. Elle passe de l'autre côté de l'autoroute et au moment de la consultation du public, il y a eu très peu d'intervention de la part des habitants, alors qu'il y avait des immeubles d'habitation quand même de l'autre côté de la rue par rapport à ce bel objet architectural. Voilà les trois observations que je voulais faire. C'est une dernière.
À propos du SDRIF, le SDRIF de 2013 s'était emparé du sujet de la logistique en préconisant un certain nombre de choses. On peut imaginer qu'il ait une attitude similaire à l'avenir sur les data centers. Oui, c'est ce que j'essaie de porter. Francis Redon, je crois que tu as une question. Tu peux lever la main. Oui. Bon, juste deux ou trois questions. La première, c'est concernant Bretigny. J'aimerais savoir pourquoi le préfet a refusé. Bon, déjà, ce serait intéressant de savoir comment l'État se positionne par rapport à ça. Pour la Courneuve, je suis en Seine-Saint-Denis. Bon, je ne suis pas à la Courneuve, c'est sûr, mais l'enquête publique, on n'en a pas entendu parler. Et c'est aussi un des soucis qu'on a avec les services de l'État, c'est que pour connaître des enquêtes publiques qui ont lieu aux quatre coins de la Seine-Saint-Denis, on a du mal. Si on n'a pas des gens sur place qui peuvent nous alerter, on n'est pas au courant. Alors que c'est un projet dont on parle depuis longtemps, c'est sûr. Ouais. Et un troisième point qui concerne les implantations. Alors bon, sur l'IS, vous parlez de la promesse du maître d'ouvrage d'alimenter un réseau de chaleur. Alors, il est clair dans un domaine urbain dense, on peut imaginer des réseaux de chaleur avec les data centers qui se construisent en périphérie de Paris et plutôt en zone agricole, c'est peut-être plus compliqué. Et par exemple, sur l'extension d'Equinix à Pantin, le pétitionnaire avait indiqué qu'il ne pouvait pas mettre en œuvre de réseau de chaleur parce qu'il n'avait pas de clients à proximité. Donc, c'est aussi cette proximité des data centers. Autant on peut la refuser quand on est habitant à proximité, autant elle paraît nécessaire si on veut utiliser la chaleur fatale. Donc, ce sont mes interrogations. Vous voulez que je réponde sur les éléments? Alors, l'arrêté préfectoral du préfet de la région Île-de-France concernant Bretigny, je vais vous le lire, hein, considérant sur les agréments, considérant que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie d'Île-de-France établit comme une priorité la récupération de la chaleur fatale, c'est pas inintéressant. Considérant que le projet présenté artificialiserait un terrain de près de 9,7 hectares, considérant que le dossier ne comporte aucune analyse de la vacance ni du potentiel de densification au sein du tissu urbain existant permettant d'apprécier la nécessité d'artificialiser cet espace, considérant qu'aucune solution de valorisation de la chaleur fatale produite par le projet data center objet de la présente demande n'est proposée, etc. L'agrément prévu, etc., est refusé. Hein, voilà les motivations de l'arrêté du préfet de région qui date du mois d'avril, du 12 avril dernier. Après, alors sur l'IS, peut-être que je laisserai Jean-Jacques Lafitte répondre, et sur les enquêtes publiques, bon, je pense que la MRAE ne peut pas faire beaucoup plus que d'essayer d'informer le public comme elle le fait à chaque de ces séances, bon. et de mettre sur Internet à la fois ses avis immédiatement, de diffuser des communiqués de presse depuis 7-8 mois de façon à sensibiliser les médias aux différents avis que nous prenons. Bon, voilà, après, il y a un écosystème démocratique qui doit jouer, qui doit conduire un certain nombre d'acteurs à s'emparer des avis que les uns et les autres peuvent émettre, mais il est effectivement souhaitable que le public soit beaucoup plus mobilisé sur toutes ces questions. Peut-être Jean-Jacques Lafitte sur les aspects… Juste pour revenir sur les avis, bon, il est clair que dans certains cas, votre site, il est bien mis à jour, donc c'est plutôt votre site qui nous permet de savoir où sont les projets que d'aller voir les sites de l'État. Notre site est un site d'État quand même. Oui, mais vous faites mieux votre boulot peut-être.
essayons de faire pour le mieux. Oui, une observation pour la Courneuve, c'était une enquête sur un permis de construire. Hein. Donc, c'était la collectivité qui en a assuré l'information. Pour Lys, la précision que je peux apporter, c'est que c'est la collectivité qui a pris l'engagement sur le réseau de chaleur. Ce n'est pas le maître d'ouvrage. Ok, merci. Et juste en complément, mais François Noisette pourra peut-être l'évoquer, il nous est arrivé de sensibiliser assez récemment des élus au fait que la chaleur fatale n'était pas récupérée sur les data centers et que c'était vraiment dommage alors qu'à proximité, on ressentait la potentialité, mais alors sans l'avoir étudié, puisqu'on est dans un exercice assez formel d'examen sur dossier, mais il nous a semblé sur un certain nombre de sites que la chaleur fatale pouvait être récupérée. Donc, nous avons, quand c'était possible, interpellé les élus de manière très, très amicale, mais en leur disant qu'il y a peut-être quand même un sujet. Juste aujourd'hui, pour compléter cette question de chaleur fatale, il y a un certain nombre d'opérateurs de data centers qui mettent en avant aussi le fait que, comme la chaleur qui sort des data centers n'est pas assez chaude pour les réseaux, il faut utiliser de l'électricité pour la remonter. Et en fait, ça devient un argument pour dire, écoutez, finalement, mieux vaut ne pas la récupérer que la récupérer, puisque finalement, en termes environnemental, ça revient au même. Donc, j'ai l'impression que, alors, d'une part, il y a ça, d'autre part, il y a le fait qu'il va faire de plus en plus chaud, et que donc, est-ce qu'on va continuer à avoir besoin d'autant de chaud? En fait, c'est une question qui se pose aussi. On sent, en fait, il y a eu notamment une sortie de Fabrice Cocchio dans la presse en disant que les data centers n'étaient pas des chauffages. Donc, on sent des dynamiques un peu contradictoires chez les data centers, dans les opérateurs, alors ils ne sont pas tous d'accord, mais et j'ai l'impression que côté, aussi bien nous, on n'a pas l'expertise technique qui va aussi loin sur cette question de la récupération de chaleur, mais il y a un manque, une étude qui manque, quelque chose qui pourrait vraiment donner des billes sur une évaluation plus globale de l'intérêt de la récupération de chaleur maintenant et dans le futur. Donc, je ne sais pas si côté MRAE, vous avez plus d'éléments. Mais... François Noisette, oui. Et après, je crois que Savannah avait... Ou Savannah d'abord, d'ailleurs. Tu avais levé la main. Vous aviez sur levé la chaleur, c'est à chaque fois quand même des cas particuliers. La chaleur, ça vaut rien. Ça ne vaut pas très cher. Et ça coûte plutôt assez cher à récupérer. Et donc, dans la ville que j'avais regardée, il y avait autour une zone industrielle. Alors, juste la première question, mais est-ce que vous avez déjà fait le tour des besoins en chaleur des industriels qui sont autour de vous? C'est clair qu'un data center, ça produit beaucoup de chaleur en été où on n'en a pas besoin. Sauf si un industriel qui est à côté, lui, a besoin de chauffer du plastique ou faire je ne sais pas quoi d'autre. Mais à ce moment-là, il faut rentrer dans des logiques d'écosystème industriel. Autrement plus complexe à réaliser. Et ce n'est pas l'initiateur du data center qui va le faire parce que c'est le revenu additionnel qu'il va faire en vendant cette chaleur-là, ça ne va pas aller loin par rapport à la valeur de son centre et aux autres difficultés qu'il a à régler de sécurité informatique et patacouffin. De manière plus générale, on l'a bien entendu là tout à l'heure dans les sujets qu'on aborde, un data center, c'est jamais qu'un entrepôt plutôt faiblement nuisant. Il y a moins de choses qui brûlent, il n'y a pas de camions, mais par contre ça peut être gros, ça rentre bien en ville puisqu'on a vu qu'il y a des exemples à Paris, à New York, etc. Mais on est en permanence dans cette discussion-là, dès qu'on va en faire des un peu plus gros, sur est-ce qu'on veut ça juste à côté de chez moi, est-ce qui favorise la gestion des externalités, les quelques salariés vont pouvoir venir en vélo si on est en centre-ville, et ils ne viendront pas en vélo si on a mis l'énorme bête à l'extérieur des zones d'habitat. Problème classique et traditionnel que nous avons. Et là, c'est bien un arbitrage de politique locale qui va permettre d'avancer. L'avis de la MRAE sur ces questions-là, c'est de souligner le sujet a-t-il été abordé ou pas? Quand il a été abordé, est-ce que l'information qui est donnée est cohérente et complète? Ça ne permet pas de faire les choix. Et derrière, les choix, ils sont devant nous, qui sont est-ce qu'on veut une mixité des fonctions?
les data centers sont une activité comme une autre, et est-ce que l'on accepte l'activité dans les quartiers résidentiels ou pas? C'est quand même des petits labos qui font un peu de chimie, les garagistes et les serruriers. Les serruriers, ça fait plus de bruit que les data centers. On va laisser la parole à Savannah Queiroz-Olac, peut-être pour nous approcher de la fin, peut-être le petit mot de conclusion du côté de la MRAE pour Savannah, et puis ensuite Luc pour FNE, Île-de-France, bien sûr. Merci, merci déjà de m'avoir conviée à cette réunion qui est très intéressante. Moi, je me demandais si justement il n'y avait pas des partenariats qui étaient envisageables, je ne sais pas, avec des centres de recherche, avec tous ceux qui se développent sur le plateau de Saclay ou quoi, comme on a pu d'ailleurs le visiter aussi la semaine dernière. Je pense que comme ce sont des sujets prenants, peut-être que les data centers se développent un peu plus que les serruriers, donc qu'au final, on aurait peut-être plus intérêt à savoir quand même si le bruit qu'ils génèrent va être d'autant plus prégnant dans nos quotidiens, et justement à investir, à savoir à quel degré justement cette récupération de chaleur est pertinente. Puisque voilà, les enjeux que ça représente, que la récupération de chaleur représente sont quand même très importants, et je pense que ça vaudrait le coup justement d'essayer de poser des questions, de voir s'il y a des partenariats envisageables avec des universités, des écoles. Je pense qu'on a la chance d'avoir un plateau de recherche très, très fort, très solide tout près d'ici, et que ce serait dommage de s'en passer. Je ne sais pas comment on peut l'envisager. Merci. Une réaction sur cette question avant de sur conclure. le plateau de Saclay, il y a déjà un réseau de chaleur installé, quoi. C'est déjà, ça a déjà été prévu à l'origine sans les data centers, quoi. Il existe déjà. Juste 2 mots de commentaire par rapport à ce que dit Savannah et à la question de l'énergie. Il me semble quand même que les expériences en Suède, à Amsterdam, à Dublin et autres montrent que les systèmes de récupération d'énergie fonctionnent pour l'essentiel. Hein. Alors, on peut considérer peut-être que nos centres seraient moins producteurs de chaleur que d'autres, mais je ne vois pas de raison objective qui différencierait la France du reste. Ce qui conduit, me semble-t-il, à avoir d'importants data centers en France depuis quelques années, c'est essentiellement le changement du régime fiscal, hein, puisque à partir de 2019, le régime fiscal a évolué, et c'est ça, à mon sens, qui conduit à ces implantations extrêmement importantes, enfin de bâtiments très importants aujourd'hui. Maintenant, on peut essayer d'objectiver. Il y a un certain nombre de collègues qui ont travaillé sur les questions de data center, donc on peut peut-être essayer d'objectiver à partir de quel niveau l'énergie peut être effectivement utilisée dans un recyclage de réseaux urbains. Mais il me semble que cette question-là aujourd'hui n'est pas prégnante en quelque sorte pour ne pas s'interroger et interroger les maîtres d'ouvrage sur ce qu'ils font de cette chaleur. Mais en tout cas, nous, on va essayer de retravailler cette question et d'objectiver ce sujet pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impensé ou d'incompréhension sur ce sujet. Luc, je te laisse la parole. Je crois que tu avais une remarque, et si tu peux aussi nous dire un mot de conclusion sur les enseignements que tu tires de cette rencontre ce soir. Oui, volontiers. Merci Margot. Moi, j'ai été très intéressé par les différentes interventions, hein, celle de Cécile Diguet, bien sûr, qui nous a positionné un petit peu la problématique au niveau mondial, et celle de Philippe Smith et de ses collègues sur l'étude de cas particuliers. Tout ça est très intéressant et nous amène, je pense, nous, à FNE Île-de-France, à nous positionner dans la perspective de la révision du SDRIF. Parce que cette révision du SDRIF va démarrer, très probablement, et dans les axes qui
en tout cas ceux qui ont été fixés par l'actuelle majorité, il y a la question de l'économie circulaire. Et donc forcément, on arrive à se poser la question des écosystèmes industriels. Et à partir des différentes expériences que l'on a au niveau français et de ce qu'on peut voir aussi à l'étranger, on peut commencer à se dire qu'il serait utile, plutôt que d'avoir des implantations anarchiques et qui souvent posent problème, on pourrait réfléchir à la manière de structurer ces implantations dans justement cette dynamique d'économie circulaire. Donc, je crois qu'on va être amené dans les temps qui viennent à FNE Île-de-France à réfléchir assez en profondeur sur et ben justement la manière dont on pourrait valoriser des écosystèmes industriels et sur aussi cette nécessaire mixité qui fait qu'on a des villes qui fonctionnent, des villes dans lesquelles on a réellement une mixité des fonctions et y compris donc des fonctions industrielles, bien entendu. Donc, on est là au début d'une réflexion qui est une réflexion qui sans doute va être déterminante, hein, quand j'ai entendu tout à l'heure que 51% de la consommation mondiale en 2030 serait une consommation liée au numérique. On voit bien qu'on est là sur un domaine et un sujet complètement majeur. Donc voilà, merci à tous nos invités pour ce premier éclairage. Moi, je remarque qu'on n'a pas réussi cette fois à réellement mobiliser, parce que peut-être que ce sujet est émergent et que nos associations ne sont pas encore suffisamment aguerries sur cette réflexion, sur ces questions du numérique et de ce que ça implique au niveau infrastructure industrielle. Mais je pense qu'on peut avoir bon espoir dans les temps qui viennent de voir se développer cette réflexion et qu'on pourra bien entendu faire des propositions. Mais je vois que Catherine Juebelina demande la parole. Je lui cède bien volontiers. Oui, parce que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse également aux sources d'énergie qui vont alimenter ces data centers. Bien sûr. On va inévitablement, comme on l'a vu dans les présentations de Madame Diguet, on va inévitablement voir proliférer ce type d'installation de data centers. Donc, par quoi est-ce qu'on va les alimenter? Bon, on sait qu'au sein de FNE, on est quand même très anti-nucléaire. Donc, il faut aussi qu'on se pose la question de l'origine de l'énergie qui va alimenter. Et peut-être qu'on se remette un peu en question au sein de nos associations. Notamment, je vois qu'il y a de grandes oppositions sur les énergies alternatives, hein, que ce soit les méthaniseurs, que ce soit les éoliennes, que ce soit les centrales solaires. C'est très, très difficile de faire passer des projets en Île-de-France, donc il faut qu'on se pose la question de savoir comment on va alimenter ces data centers. Et il me semble qu'on ne peut pas passer à côté de ce débat au sein de FNE Île-de-France. C'est certain, Catherine. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'ai noté tout à l'heure que effectivement, beaucoup d'opérateurs se tournaient vers les énergies renouvelables pour des questions de stabilité des coûts. Et quand je parlais tout à l'heure d'écosystèmes industriels, bien évidemment, la production d'énergie rentre directement en ligne de compte et fait partie de cet écosystème à créer. Donc,
Voilà, beaucoup de questions, quelques réponses aujourd'hui. Merci beaucoup à vous tous. Et nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Éric Alonso voudrait parler là. Oui, oui, mais excusez-moi, je ne pensais pas que ça allait conclure, mais comme quelqu'un en reparlait, je me suis dit peut-être on peut encore poser des questions. Mais on peut tout à fait, on peut bien toujours. sûr. Donc, oui, moi j'avais des questions. Donc, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Jean-Jacques. Souvent, nous, à la MRAE, on est dans des petites focales sur des projets. Et puis là, la conférence de Cécile Diguet nous permet de décadrer, de voir la chose de manière plus globale et systémique. Donc, moi, j'avais un peu trois sujets dont certains ont été déjà abordés. Le premier, c'est justement quand on voit ce pourcentage-là du coût énergétique du numérique. J'aimerais savoir quelles conclusions il faut en tirer de tout ça. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les politiques publiques associent la transition numérique à la transition énergétique pour le bienfait environnemental, enfin disons, transition numérique et transition écologique iraient dans le même sens? Est-ce que ces chiffres ne montrent pas que ce n'est pas forcément le cas? Et est-ce que ce système numérique est-il tout simplement durable? Ou est-ce qu'on est en train de regarder comment on améliore un système qui va droit dans le mur, quoi? Ça, j'aimerais savoir si on arrive à objectiver ça. Et je voudrais savoir aussi si, parce que je n'ai pas instruit moi-même des dossiers là-dessus, si les études d'impact, lorsqu'elles lorsqu'elles présentent un projet de data center, justifient les bienfaits environnementaux de la dématérialisation. Ça, parce qu'on a ça, par exemple, sur des parcs de photovoltaïque, où on nous explique, bon, d'accord, il y a des inconvénients, mais c'est pour la bonne cause. Est-ce qu'on nous dit là, dans les data centers, que c'est pour la bonne cause? Première question. Deuxième question, l'énergie fatale. Je suis d'accord avec les réserves à la fois de Cécile Diguet et de François Noisette. Effectivement, c'est pas forcément sûr que ça coûte pas plus cher de les récupérer, voilà. Et c'est surtout pas sûr qu'on en ait forcément besoin, comme le dit Cécile Diguet, dans des climats qui vont devenir de plus en plus chauds. La question, ce sera pas produire du chaud, mais produire du froid. Et les data centers ont besoin beaucoup de produire du froid. Et donc, c'est peut-être aussi une réponse à Philippe Schmitt, pourquoi ça marche dans certains pays. Alors, peut-être que ça marche mieux dans les pays froids. C'est-à-dire que peut-être ce bénéfice énergie fatale est à mettre en rapport avec le climat actuel et futur où s'implantent les data centers. Et donc là-dessus, moi, j'aimerais savoir aussi si on arrive un petit peu à quantifier les choses. C'est-à-dire, si est-ce qu'on a une idée, si on met en vis-à-vis le coût énergétique d'un data center avec d'éventuels bénéfices énergétiques par la récupération de l'énergie fatale, dans quelle proportion on arrive? Est-ce que c'est de nature à réduire significativement l'impact énergétique d'un data center ou est-ce que c'est vraiment epsilon, tout considéré? Donc ça, ce serait plutôt une question à Cécile Diguet. Et parce que tant qu'on n'a pas des ordres de grandeur, on peut toujours dire tout est vert si on va par là. C'est génial, un data center qui récupère l'énergie fatale, il devient vert, quoi. Ça, je ne sais pas, il devient vert que si vraiment c'est significatif. Ou sinon, ce n'est pas vert du tout, c'est de l'alibi. Il ne faudrait pas, nous, tous ensemble, qu'on cautionne cet alibi en disant récupération d'énergie fatale, chouette, c'est vert, quoi. Bon. Et dernier sujet, ça serait la question de la taille. On a parlé de ces mammouths-là. Et donc, François l'a dit, d'un point de vue urbanistique, ça fabrique une ville qui est une ville non vertueuse d'un point de vue environnemental, quoi, où toutes les mobilités sont contraintes par l'automobile, etc. Et ça crée des grosses enclaves. Et donc là, une question à Cécile Diguet. Dans les exemples que tu as observés, est-ce que finalement, est-ce qu'il y aurait, mais peut-être c'est difficile à répondre comme question, est-ce qu'il y aurait une échelle? Quelle serait l'échelle la moins impactante environnementale des data centers? C'est-à-dire est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas débiter du data center en petits morceaux pour les recaser ici ou là dans des bâtiments existants, dans des friches existantes, et qui évite de fabriquer des grosses enclaves urbaines. Et peut-être même que du coup, ça serait peut-être plus rentable en termes de récupération d'énergie ou pas. Donc voilà, donc la question de le numérique est-il le modèle
peut-il se conjuguer avec la transition écologique? Deuxièmement, proportion bénéfice des récupérations d'énergie fatale. Et troisième question, taille et insertion urbanistique. Alors, sur la première question, transition écologique, transition numérique, donc clairement, il y a une contradiction totale, hein, faut être honnête. Enfin, je veux dire, les pollutions environnementales qu'occasionne le numérique, c'est détruire la planète, clairement. Toute l'amélioration que les data centers peuvent effectivement faire sur l'efficacité énergétique sont consommées par la croissance du numérique. Donc, c'est exactement comme les autoroutes. Plus on en fait, plus il y a de voitures. Même l'ADEME a dit dans une étude de 2016 que le numérique n'aiderait pas à la transition. En revanche, la question, c'est de se dire, dans tout l'amas de données numériques qu'on accumule, enfin, qu'on nous fait accumuler, il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'on réussit à faire grâce au numérique qui permettent de collecter des données sur le climat, qui permettent d'améliorer la santé, qui sont des données numériques de recherche, etc. Donc, la question aujourd'hui, c'est plus que, en fait, le streaming a une part hyper importante dans la consommation énergétique du numérique, mais pas que. La collecte systématique des données personnelles, le fait qu'on double, qu'on triple, qu'on quadruple le stockage pour être sûr de ne pas le perdre. Enfin, voilà. Il y a plein de leviers. Il y a quand même eu une étude, il y a quelques années, de plein de chercheurs, en fait, ça s'appelait Green Touch, qui disait qu'on pouvait construire un Internet 1000 fois moins consommateur d'énergie, hein, avec des leviers dans tous les sens, sur le matériel, sur les logiciels, sur plein de choses. Aujourd'hui, les logiciels, ils sont très bavards, les langages de programmation, je veux dire, parce qu'en fait, les ordinateurs sont puissants. On pourrait avoir des langages de programmation beaucoup plus frugaux. Donc, il y a des milliards de choses qu'on pourrait faire. Après, la gouvernance d'Internet, c'est aussi une autre question. En attendant, on n'est pas capable de séparer, on va dire, le numérique à haute valeur ajoutée sociale et environnementale du reste. C'est un peu le problème. Sur la question du coût de la chaleur, etc., là, moi, ce que je trouve hyper difficile aujourd'hui, c'est effectivement de pouvoir... c'est un peu la question du cycle de vie du data center, quoi. Enfin, effectivement, il ne faudrait pas que, sous prétexte que tout d'un coup, tous les data centers se mettent à récupérer leur chaleur, qu'on oublie complètement l'impact qu'ils portent sur les territoires. Il ne faudrait pas que ce soit leur alibi ou leur passe-droit, en quelque sorte. Parce qu'effectivement, je ne suis pas sûre que ça soit... il faudrait que ce soit massif pour que ça ait un impact. Après, quand on voit les prévisions de Stockholm, eux, ils disent qu'il y a 10%, grâce aux data centers, aux entrepôts frigorifiques et à quelques autres, en gros, on va éliminer 10% restants dans notre mix énergétique. Alors, c'est une métropole, ce n'est pas une région. Il faudrait regarder effectivement où ils en sont aujourd'hui, plus précisément, depuis qu'on a fait le travail. Mais moi, effectivement, je pense qu'il nous manque des études, il nous manque des travaux là-dessus. Et sur la dernière question, je réponds à toutes les questions, même si elles ne me sont peut-être pas toutes adressées, mais alors, les data centers, clairement, leur argument premier, c'est de dire, nous, plus on centralise, plus on est gros, plus on mutualise, plus on est efficace. C'est un peu la question du grand réseau, tout ça, hyper centralisé, qui serait toujours plus rationnel que des choses éparpillées. Bon, c'est centralisation versus distribution. Sauf que ils mettent aussi en avant la question de la fiabilité. Alors pourtant OVH a quand même collé. Pourtant, il y a quand même des fuites de données chez de très très gros opérateurs. Ce n'est pas les data centers, c'est les gestionnaires de données, mais disons que la taille, ça ne veut pas toujours dire que la taille des opérateurs, ça ne veut pas toujours dire qu'il y a fiabilité et sécurité. Parce que derrière, quand on parle de petits data centers, on peut parler de petites installations, des actes d'acteurs plus modestes, et en gros, c'est ça qu'on va leur opposer. Après, moi, mon avis personnel, c'est que c'est comme l'énergie, plus on éloigne ce qu'on consomme, moins on est sobre ou on essaie d'être sobre. Si on a tous notre data center dans la maison de quartier, encore faut-il qu'on y aille, ou dans notre quartier visible, et qu'on voit les serveurs s'empiler au fur et à mesure que, je caricature, mais
disons qu'en tous les cas, on retrouve un peu la matérialité de notre consommation numérique. Après, bon, voilà, je dis ça, je trace ça à grands traits. Il y a des acteurs alternatifs de l'Internet, il y a des fournisseurs d'accès à Internet alternatifs aussi, il y a des associations, enfin, il y a plein de petites choses qui se passent localement. Et ce serait intéressant aussi d'imaginer un Internet un peu plus relocalisé, pas avec que des méga data centers en Ile-de-France, mais aussi plus ailleurs en région, qui suscitent aussi plus d'emplois, plus de formation et moins de centralisation sur la région parisienne. Bon, après, je pourrais en parler longtemps, mais il y a pas mal de choses dans le rapport aussi hein, sur cette question-là, de la distribution, on va dire, des infrastructures. Mais bon, ça pose plein de questions. Mais pour moi, c'est un sujet à creuser, faire travailler les étudiants là-dessus, Eric. Ouais, merci beaucoup Cécile pour ces réponses. Juste, ça me donne envie ta dernière réponse de m'adresser à FNE. Quand tu dis, et je partage entièrement ça, et c'est des choses que j'essaie de promouvoir au sein de la MRAE, rendre visible pour la population leur consommation énergétique. Moi, je dis, les parcs de photovoltaïque, il faut les voir. Les usines de retraitement des eaux, il faut les voir. Donc, est-ce que la FNE est tout à fait d'accord sur le fait que dans un beau paysage agricole, lorsqu'il y a un équipement, une infrastructure qui est là parce que effectivement on consomme de l'électricité, du numérique, etc. Est-ce que FNE est d'accord pour qu'on le voit, que ce soit des beaux objets visibles plutôt que du camouflage? Je peux donner mon avis sur la question. Je sais pas si répondre, Luc. Oui. Je crois que ce qu'on promeut à FNE de manière générale, c'est que il faut aller vers la mixité. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'avoir d'un côté l'emploi, d'un autre côté le logement, d'un autre côté les services. Voilà, une ville équilibrée, c'est une ville dans laquelle on va retrouver l'ensemble des fonctions. On a beaucoup parlé avec le Covid de la réindustrialisation de l'Île-de-France. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir tout ça, c'est-à-dire avoir à la fois du logement, à proximité des emplois, à proximité des services, à proximité des les industries dont on a besoin, tout ça. Donc, évidemment, également, qu'on puisse avoir une visibilité sur la production d'énergie, qu'on puisse relocaliser tout ça, on va être complètement d'accord avec ça. Bon, après ça, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé, qu'une partie des données qu'on stocke vont être stockées très loin de chez nous, etc. Et que, comme on le constate tous les jours, on a un maximum de produits qu'on consomme qui nous viennent de très loin, que les Chinois sont en train de construire des nouvelles routes de la soie, que voilà, ce small is beautiful auquel on pourrait s'accrocher, il faut aussi tenir compte de la réalité du monde d'aujourd'hui. Donc, nous, ce qu'on va promouvoir, c'est une relocalisation et une possibilité d'avoir en proximité ce dont on a besoin. Il faudra bien entendu qu'on tienne compte aussi de la réalité d'aujourd'hui. Mais peut-être que Muriel, tu peux nous en dire un mot aussi. Non, moi je voulais relayer, moi je suis par ailleurs à FNE Paris. Donc, on a dans nos associations adhérentes et actives une association qui s'élève contre la manière dont un data center a été implanté subrepticement dans le 11e arrondissement, alors là, carrément au milieu de l'ensemble. Alors, ce n'est probablement pas la taille des hyperscales, et donc je pense que la MRAE n'a pas été mise dans le coup, mais je pense que dans un tissu urbain extrêmement dense, à proximité
d'une école, d'un centre sportif et d'habitation, les populations se sont retrouvées tout d'un coup face à une décision, un fait accompli, aucune information par le biais de la mairie. Et donc, moi, je pense que ce qui a été soulevé par plusieurs intervenants tout à l'heure sur sensibiliser la population, c'est informer en amont et prendre en compte les risques. Je vois comment les habitants se mobilisent sur les antennes, sur un certain nombre d'autres atteintes potentielles à la santé. Quand j'ai vu tout à l'heure dans les photos que vous montriez la proximité des habitations et de ces mastodontes, je me dis, c'est quand même étonnant que les collectivités locales, les associations ne se soient pas mobilisées, que les collectivités locales n'aient pas, je dirais, mis en place une information préalable, une concertation, des explications. Je pense que là, quand on dit refaire la ville sur la ville, oui, quand on dit mixité des fonctions, je t'entends, Luc, mais quand on voit dans un quartier aussi populaire et dense que le 11e arrondissement ce type de projet émerger subrepticement, je me pose vraiment des questions et je pense qu'il faut que notre rôle à nous, ça soit aussi d'être un relais, Francis le disait tout à l'heure en Seine-Saint-Denis, un relais d'information des habitants, un lanceur d'alerte, c'est notre vocation et qu'on prenne en compte les impacts potentiels sur la vie quotidienne, la qualité de la vie en ville, la santé des habitants. Je ne sais pas ce que Merci, Madame Duguay peut nous dire là-dessus. Et on va bientôt conclure. On s'était donné 1h15, là on a bien dépassé. Donc Oui. je crois que Non, mais Savannah je dis avait 2 mots peut-être parce que moi juste une aussi. dernière remarque, Cécile Diguet, et puis Ah ben non, alors conclura. allez-y, allez-y. Merci, très rapidement. Je fais juste cette remarque, je ne sais pas si entre guillemets ça va bien passer parce que je sais que même en milieu universitaire c'est un peu souvent critiqué, mais je trouve que ça serait aussi intéressant, en suivant la remarque de Muriel, de se demander quels sont les types de populations qui sont exposées à ces nuisances-là. On sait qui habite en Seine-Saint-Denis, on sait que ce sont toujours les mêmes populations, ce sont toujours les mêmes populations précaires, ce sont toujours les mêmes populations qui sont exposées à des taux de pollution, de risques très élevés. Et je pense qu'il y a aussi, c'est aussi pour ça qu'on ne prend pas forcément justement le temps peut-être de les informer. On sait peut-être que ces personnes-là sont occupées à d'autres choses dans leur quotidien et ont autre chose à faire que peut-être aller manifester, faire des recours contre ces projets-là. Donc voilà, peut-être qu'effectivement, si c'était implanté dans le 16e arrondissement ou dans des quartiers plus économiquement mieux situés, voilà, il y aura peut-être plus de débats. Donc je trouve que ça serait aussi intéressant d'avoir une vision sociale de ces implantations. Merci Savannah. Un mot de la fin de Cécile Diguet et on se souhaitera bonne soirée. Oui, bah moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Savannah. Mais de toute façon, on le voit. Hein, nous, on a l'Observatoire régional de la santé à l'Institut Paris-Région. On sait que c'est dans le 93 que les gens ont pu souffrir du Covid et que c'est là où il y a le plus de pathologies. Donc effectivement, pour moi, derrière la question du 11e, la question du 93, c'est typiquement, ça fait comme écho au fait de vouloir rejeter les nuisances hors de Paris, ce qu'on a fait historiquement depuis toujours. Et je ne pense pas qu'effectivement, dans le 11e, on subisse les mêmes nuisances qu'à la Courneuve. Donc, il faut, d'où l'intérêt en fait, d'un exercice de planification et de répartition au plus juste de ces installations. Et effectivement, derrière, c'est des choix politiques, hein, ce n'est pas des choix que nous, techniciens, on fait. Mais on est là pour donner les outils d'aide à la décision. Et effectivement, il y a un certain nombre de données factuelles sur tout ça qu'il faut qu'on produise et qu'on mette en avant. Voilà, mais c'est un sujet très intéressant, très complexe. Mais j'étais ravie de partager tout ça avec vous en tous les cas. Et bonne soirée. Merci beaucoup à tous nos intervenants et intervenantes et aux participants pour les questions qui ont permis de bien enrichir l'échange, qui était déjà riche.
Donc, merci à tous. Vous pourrez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube et le partager largement autour de vous pour informer sur cette question de data center et contribuer, si possible, à en diminuer l'impact. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir.